9 leçons. Aujourd'hui, la matière fluide. On va s'interroger sur ce qu'est un fluide. On va faire de la mécanique des fluides et on va se rappeler ce qu'est un fluide. La semaine prochaine, on parlera de la représentation du fluide, c'est-à-dire de ce qu'on peut voir ou deviner, je dirais, dans un fluide, parce que généralement, dans un fluide, on ne voit pas grand-chose. Il s'agit d'une leçon de cinématique. Nous établirons ensuite les lois fondamentales de la mécanique des fluides pour aboutir aux équations fondamentales de la mécanique des fluides, que sont les équations de Navier-Stokes, les tables de la loi en quelque sorte. Nous aurons ensuite une semaine de respiration, vacances. La semaine suivante, 5e leçon, elle portera sur la similitude, l'analyse dimensionnelle, que je qualifie d'arme fatale, et vous comprendrez pourquoi j'utilise ce terme. La semaine suivante, de nouveau, pause. Et la dernière ligne droite, dans la dernière ligne droite, nous allons traiter le fluide parfait, qui est la base à la fois historique et pratique, je dirais, de la mécanique des fluides, pour ensuite nous intéresser à la complexité de la mécanique des fluides vue à travers la dynamique de la vorticité, vous comprendrez ce que c'est à ce moment-là. Et puis, nous introduirons une notion très importante en mécanique des fluides, qui est la notion de couche limite et qui en quelque sorte permet de raccorder les deux concepts précédents. Et puis nous terminerons avec la 9e leçon, qui est une introduction à la turbulence, qui est un superbe phénomène qui est présent pratiquement dans toutes les applications de la mécanique des fluides, disons dans une très grande partie, et ce sera le bout de la route. Voilà. MEC 432, 9 leçons. Alors, un petit appel au peuple. J'ai besoin, comme dans tous les cours, de 2 représentants de MEC 432. Disons que vous, je ne sais pas comment vous avez l'habitude de procéder pour désigner ces représentants. On peut dire qu'à la fin du prochain cours, vendredi prochain, si j'avais 2 noms, je serais ravi. Si vous arrivez à vous décider avant, envoyez ces noms, envoyez-moi ces noms. Vous avez ici mon adresse mail et une copie à la secrétaire du département de mécanique qui est Catherine Dieu. Voilà. Bien. Après cette introduction logistique, nous rentrons dans la matière, le fluide. Aujourd'hui donc, mon objectif, et il est très simple, c'est de vous enseigner des rappels, de résumer, de rassembler finalement les notions simples concernant la nature d'un fluide, notions que vous avez vues et apprises au cours de votre scolarité depuis, je dirais, la petite classe. Donc c'est une leçon très calme, très simple, dans laquelle je vais m'évertuer à dire des choses qui, pour beaucoup d'entre vous, paraîtront triviales, mais c'est l'ensemble qui compte, n'est-ce pas? Et je vous expliquerai, en fait, petit à petit, quel est mon véritable objectif dans cette leçon. Bon. Qu'est-ce qu'un fluide? Donc, ça, c'est ce que je viens de vous dire. On va prendre les choses les unes après les autres, de manière à construire une image cohérente de ce qu'est un fluide. Il y aura 3 parties. Une petite vue panoramique générale sur les fluides. Après, j'aborderai un rappel sur la thermodynamique. La thermodynamique est intimement liée à la mécanique, et en particulier en mécanique des fluides. Généralement, là où les raisonnements vacillent, très souvent, il se trouve que c'est par manque de compréhension assurée, je dirais, de la thermodynamique. Donc je ferai un rappel de thermodynamique rapide. Et je terminerai ce cours par une introduction aux lois de comportement, et en particulier à la loi de Newton, qui est la loi maîtresse pour la mécanique des fluides. Voilà. Bien, donc mes buts. Le premier, c'est de montrer que le fluide recouvre un vaste ensemble d'états macroscopiques de la matière. Le fluide, ce n'est pas que de l'eau et du gaz. Ça peut être très compliqué, et c'est ça que je vais essayer de décrire au cours de cette leçon. Et mon second objectif est très simple, il est de définir proprement ce qu'est un fluide classique ou fluide simple, qui est le cas qui va nous occuper les 8 prochaines leçons. Vue panoramique du fluide. Alors, pour introduire ça,
je vous propose une expérience conceptuelle, je dirais, qui revient à considérer 3 enceintes identiques contenant de l'air sous gravité. Et je dépose dans chacune de ces enceintes les 3 états fondamentaux de la matière, un solide, un liquide et un gaz. Et là, volontairement, j'ai choisi un gaz plus lourd que l'air pour voir comment le gaz s'organise dans l'enceinte. Et à partir de là, de cette expérience triviale, j'arrive à une première conclusion fondamentale, très importante, la base, qui est la suivante. Contrairement au solide, un liquide, comme vous le voyez, épouse, un liquide ou un gaz, épouse la forme du récipient dans lequel il se trouve. Un fluide coule. Voilà la définition d'un fluide. Un fluide, c'est un état de la matière qui coule. Il épouse toujours, au bout d'un certain temps, le récipient dans lequel il se trouve. Une seconde étape de cette expérience, pour aller un peu plus loin sur le plan physique, quant à la définition d'un fluide, consiste à supprimer la gravité. Si je supprime la gravité, je la supprime, j'ai dit, voilà, et j'observe. Qu'est-ce qui se passe? Le solide, donc, s'élève et se met à flotter en gardant toute sa cohérence et son intégrité dans l'enceinte. Le liquide a un comportement assez étonnant, il garde sa cohérence, n'est-ce pas? Et également, il s'élève dans l'enceinte sans se mélanger avec l'air environnant, n'est-ce pas? Et quant au gaz, ben lui, il va se mélanger de manière totalement homogène avec l'air, et le tout forme donc un milieu complètement homogène à l'intérieur de l'enceinte. Et là, à ce stade-là, en fait, je peux pointer le fait que le liquide, finalement, est très proche d'un solide, au sens où il peut être regroupé dans une seule famille, qui est celle de la matière condensée. Donc vous voyez que parmi les liquides, le fluide joue un rôle particulier. Il est entre un solide et un gaz, il est en fait finalement plus proche du solide, et pourtant, on l'a regroupé avec le gaz dans une famille qui s'appelle le fluide. Et en fait, la clé physique de ces comportements, eh bien, ce sont les forces de liaison moléculaires, c'est-à-dire que les solides, les liquides et les gaz, qui appartiennent donc à la famille des fluides, vont se distinguer manifestement par la nature de leurs forces de liaison moléculaires. Dans le cas des liquides, ces forces sont attractives. Dans le cas des gaz, elles sont répulsives. Et pour aller encore un peu plus loin, pour quantifier ce que je viens de dire, on va s'intéresser donc aux états énergétiques de la matière. On va effectuer une classification énergétique, c'est-à-dire qu'on va comparer les 2 types d'énergie mises en jeu, l'énergie potentielle d'interaction des molécules qui constituent la matière et l'énergie cinétique de ces molécules. Et pour ça, j'ai besoin d'un outil que vous connaissez, c'est le potentiel d'interaction. Si je considère 2 atomes ou 2 molécules, vous savez que vous pouvez définir un potentiel qui prend cette forme, qui est que lorsque les 2 éléments se rapprochent trop, ils sont repoussés, et lorsqu'ils sont un peu éloignés, ils sont attirés. Potentiel attractif, potentiel répulsif. Et je peux définir une première échelle, générale pour la mécanique, qui est une échelle donc caractérisée, par exemple, par le minimum de potentiel, le rayon d'équilibre, RE. Je vais utiliser cette vision de la matière pour revenir sur les concepts que j'ai introduits précédemment. Donc je considère une molécule, sa position, vecteur R, sa quantité de mouvement, MVI, M c'est la masse de la molécule, et l'énergie peut être décomposée en 2 éléments. Le premier élément, c'est l'énergie potentielle, que je peux aussi décomposer en 2 éléments. Le potentiel intermoléculaire, qui caractérise l'interaction entre les 2 particules, et qui dépend de la distance de séparation entre les 2 particules, et je dois rajouter, pour être propre, un potentiel qui est lié aux conditions limites, par exemple l'effet des murs de l'enceinte dans lequel j'ai mis le fluide tout à l'heure. Bien, quant à l'énergie cinétique, elle, en toute généralité, je peux la décomposer en 3 éléments, et pour illustrer cette décomposition, je vais considérer une molécule uniaxiale, ici, le dioxyde de carbone,
Je peux définir, quand j'ai un objet comme ça, une énergie de translation, c'est-à-dire l'énergie cinétique de translation du centre d'inertie de la molécule, mais je dois aussi prendre en compte le mouvement interne de la molécule, les vibrations des atomes les uns entre les autres, donc une énergie cinétique de vibration, et la molécule, en l'occurrence, peut également tourner sur elle-même, et j'ai une énergie de rotation. Bon, voilà. Quoi qu'il en soit, à partir de là, je somme sur toutes les molécules de mon ensemble, de mon échantillon, et je peux affirmer que l'énergie moyenne, E crochet, se décompose en une énergie cinétique moyenne et une énergie potentielle moyenne. Voilà. Basique. Et je vais utiliser ça, les éléments que je viens d'introduire, donc pour discuter de la séparation des états de la matière et notamment du fluide. Alors pour ça, je vais considérer, comme je l'ai dit, le niveau relatif de chacune de ces énergies, potentielle sur cinétique. Et je vais avoir une classification qui va dépendre donc de ce rapport, soit l'énergie potentielle est très grande, soit elle est très petite devant l'énergie cinétique. À droite, je vais obtenir un solide. Convention, ma flèche grise donne le niveau d'énergie potentielle, ma flèche blanche, le niveau d'énergie cinétique. Dans cette situation, l'énergie potentielle domine complètement l'énergie cinétique. Il n'y a pas assez d'énergie du mouvement interne des molécules pour qu'elles puissent s'échapper du puits de potentiel. Et vous avez une structure figée, cristalline, qui définit un solide. À gauche toute, cas inverse, il y a beaucoup d'énergie cinétique. L'énergie potentielle ne peut pas contenir les molécules qui sont libres de rentrer, de sortir dans le puits de potentiel. Et vous avez un gaz. Et au milieu, eh bien, on se trouve dans cette situation particulière où les deux énergies sont en balance, et là, la matière hésite. Il y a suffisamment d'agitation interne, moléculaire, pour que, une fois piégé dans le puits de potentiel, on puisse en sortir. Mais, donc, la matière est désorganisée, mais elle reste compacte. Elle reste condensée. Et c'est le cas des liquides. Donc, vous avez le gaz, les états condensés, le solide et le fluide. On retrouve donc cette double classification que j'ai introduite tout à l'heure avec l'expérience des trois enceintes. Bien. Alors là, si je considère des phases pures, je vais définir trois états fondamentaux de la matière. Je vais décliner les états possibles à partir de cette classification énergétique. Le gaz, les liquides, j'ai déjà introduit la notion de liquide classique, et les solides. Mais pour un corps pur, il n'y a pas que trois états de la matière. En fait, il y en a 7. Première indication du caractère complexe de la nature de la matière, solide, mais aussi fluide. Ici, j'introduis un concept de base pour le mécanicien des fluides. C'est un modèle. Un modèle que vous connaissez tous, c'est celui du gaz parfait. Le gaz parfait, c'est simplement pas d'énergie potentielle. C'est que des billes qui se cognent les unes les autres. Il n'y a aucune force d'interaction attractive. Ça donne un modèle qui fonctionne parfaitement bien pour une grande majorité de gaz. Et quand on fait la mécanique des fluides, tout le listing de formules tirées du modèle de gaz parfait, il faut l'avoir quelque part dans le bureau. OK ? Bon, ceci étant dit, explorons d'autres états de la matière basés, qui peuvent donc caractériser un corps pur. Il y a les plasmas. Les plasmas, c'est un gaz ionisé. Alors, généralement, pour ioniser un gaz, on le soumet à très haute température, comme dans les tokamaks ou dans les étoiles. C'est un état de la matière. Il y a un état, je dirais, plus intéressant, sur lequel je vais revenir tout à l'heure, qui est les phases, les mésophases, ou plus connues sous le nom de cristaux liquides, qui est un état de la matière assez récemment découvert, je dirais, et donc il vient s'additionner aux autres. À ça, je dois ajouter les phases pures métastables, c'est-à-dire les phases pures qui dépassent et qui se conservent au-delà des caractéristiques, des paramètres de changement de phase qui caractérisent la matière. L'eau en surfusion, par exemple, est une phase pure métastable. Et le dernier état que je peux évoquer, c'est le mélange de ces phases, c'est-à-dire mélange liquide-vapeur, mélange liquide-solide. Vous avez là 7 états possibles de la matière constituée par un corps pur. Bien. Alors, le fluide. Concentrons-nous sur le fluide. Le fluide, donc, c'est ça, et toutes ces possibilités pour un corps pur. Bien.
je peux introduire à ce stade-là une définition qui sera la suivante. Un état de la matière, fluide, c'est un état de la matière qui est énergétiquement désorganisé. Alors on va passer en revue certaines de ces phases, de manière à se rappeler un peu les bases triviales, je dirais, des concepts que je viens d'évoquer. Alors le gaz, le liquide classique, c'est ça le fluide classique. On va introduire une définition rigoureuse de ce qu'est un fluide classique. Un fluide classique, ou fluide simple, est défini de la manière suivante. Il est défini par deux propriétés. La première, c'est que sa structure est homogène et isotrope. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, par exemple, un milieu homogène et isotrope. Il est constitué par des éléments allongés, des grandes molécules, par exemple. C'est homogène parce que ça occupe tout l'espace, et c'est isotrope parce qu'il n'y a pas de direction privilégiée. C'est géométriquement isotrope. Par opposition, on pourrait imaginer, et on va montrer des exemples, un milieu qui serait homogène, mais non isotrope. Le même milieu, si les molécules sont alignées et présentent un axe privilégié, dans ce cas-là, le milieu est anisotrope, et ça va être le cas des cristaux liquides dont je vais parler tout à l'heure. Bon, et pour être complet, il faudrait que je puisse aussi parler de la possibilité d'un milieu non homogène isotrope. Ça, on ne rencontre pas trop ça dans la nature. Ça pourrait se présenter un peu comme ça. Vous êtes non homogène et vous avez une isotropie géométrique de la structure de cet élément. Voilà. Donc ça, c'est la première propriété. Homogénéité plus isotropie. C'est ça un fluide classique. Ou un fluide tout court. La seconde propriété, c'est que ce fluide coule de manière newtonienne. Et cette propriété fondamentale, qui va nous occuper au cours de ce module de manière assez appuyée, eh bien, nous allons voir ça à la fin de cet amphi. Troisième partie. Bon, alors, à quoi ça ressemble, typiquement? Ce sont des molécules simples, ici H2O, des molécules de quelques angstroms. Dans le mouvement de ces molécules, vous pouvez vous persuader que le milieu va être homogène et qu'il n'y aura aucune direction privilégiée. Donc vous avez là un fluide classique, ça serait de l'eau, en l'occurrence, homogène isotrope, le fluide classique, gaz ou liquide classique. Explorons maintenant un autre état de la matière fluide, fort intéressant, qui est le cristal liquide. Le cristal liquide, c'est une phase mésomorphe, comme on dit, et sa définition va être la suivante. Un état de la matière, en fait, qui est intermédiaire. Une phase mésomorphe, c'est quelque chose qui est intermédiaire entre un solide et un liquide. Elle vient se placer là au milieu, entre ces deux notions, solide-liquide. Et ses propriétés, c'est d'être anisotrope sur le plan géométrique, contrairement au fluide classique. Et le cas échéant, en plus, une mésophase peut être chimiquement anisotrope, c'est-à-dire qu'elle peut être polarisée. Et nous allons voir en quoi cette anisotropie chimique joue un rôle important dans les applications les plus répandues de ce type de fluide, que sont les cristaux liquides. Alors à quoi ça ressemble? On peut imaginer quelque chose comme ça. Ce sont des molécules allongées. Alors il existe plusieurs formes de cristaux liquides, plusieurs phases. Et celle-ci, c'est une phase qui s'appelle nématique, parce que voilà, elle est structurée en filaments. Donc vous voyez des molécules qui sont longues, ok. Le milieu est donc homogène, ça remplit tout l'espace, mais résolument anisotrope. Alors, à ce stade-là, je ne peux pas ne pas évoquer l'application principale de ces cristaux liquides que vous connaissez tous, le LCD. Alors, le LCD, c'est quelque chose qui est assez populaire, en particulier en classe prépa pour les TIPE, etc. Donc je pense que pas mal d'entre vous ont déjà quelques notions sur ce qu'est le LCD et comment le cristal liquide est mis en jeu dans un LCD. Liquid Crystal Display. Alors ça marche comme ça. Vous prenez deux verres striés avec des stries qui sont orientées perpendiculairement les unes par rapport aux autres. Vous mettez un filtre au milieu de ces deux, dans l'entrefer entre ces deux plaques, vous mettez un cristal liquide avec ces molécules allongées, et ces molécules vont mécaniquement venir s'accrocher dans les stries, et par continuité, elles vont tourner, et vous allez avoir un milieu donc, qui va être hélicoïdal entre les deux plaques. Okay. Action mécanique. Là, vous rajoutez deux filtres polarisateurs qui sont, dont la polarité est parallèle aux stries de la plaque. Tac, tac. Et si vous éclairez par le haut
ce dispositif, la lumière passe, puisqu'elle est polarisée donc par le filtre, elle passe à travers la plaque de verre, et puis elle va suivre en fait l'orientation des molécules, elle va tourner de 90 degrés, et quand elle va passer à travers, ici, le verre, elle va être bien polarisée par rapport au second filtre polarisateur. Et donc, vous êtes en mode on du LCD. OK ? Bien. L'idée dans le LCD, c'est que ce cristal liquide, il est polarisé. Il est donc géométriquement anisotrope et chimiquement anisotrope. Et dans ce cas-là, en fait, on va pouvoir se permettre d'ajouter ici une tension pour pouvoir jouer sur l'orientation des molécules donc, du cristal liquide. Dans ce cas, dans le mode on, la tension est off. Et si vous mettez la tension on, qu'est-ce qui va se passer? Les molécules polarisées vont toutes s'aligner, la lumière qui passe à travers ce cristal liquide garde la polarité initiale, elle arrive dans le filtre polarisateur, elle ne passe plus. Et vous êtes en mode off. Voilà comment marche un LCD. Et voilà une application, je dirais, majeure, finalement, de la mécanique des fluides, qui a envahi le monde. Hein. On ne fait pas beaucoup de choses en mécanique des fluides. On ne fabrique pas d'objets, contrairement à la mécanique du solide. Peu d'objets, je dirais. Mais voilà, ça illustre je dirais, une réussite extraordinaire de l'ingénierie des fluides, donc grâce à la découverte de ce fluide très particulier, qui n'est pas classique, qui est le cristal liquide. OK. Les mélanges de phases pures, les phases pures métastables, vous avez déjà vu ça, et j'en parle dans le poly assez rapidement, histoire d'être assez complet. Voilà. Vous verrez ces choses-là dans le poly. Bien. Alors, la complexité, je vais l'augmenter de manière drastique maintenant, la complexité du fluide. Parce que je ne vais plus considérer un corps pur, je vais considérer un mélange de phases chimiquement, de nature chimique différente. On appelle ça les phases dispersées. Les phases dispersées, c'est des mélanges de corps de composition chimique différentes. Donc, je vais disperser des états de la matière, gaz, liquide, solide. Donc, ça, c'est la phase dispersée, dans une phase dispersante, qui peut être elle-même solide, liquide ou gazeuse. Et j'obtiens une matrice. Et j'obtiens donc une typologie d'états différents de la matière. Et si je me concentre sur les fluides, c'est-à-dire les deux colonnes de droite, phase dispersante fluide, soit liquide, soit gazeux, j'ai ces choses-là que je vais, juste pour la forme, je dirais, énumérer dans un contexte applicatif. Il y a énormément d'applications, évidemment, de ces choses-là. Prenons par exemple, pour la colonne de droite, on disperse dans un gaz un solide, on obtient des fumées, et les particules aériennes, etc. Et ça s'appelle un aérosol solide. Vous avez l'aérosol liquide, qui est donc une dispersion de liquide dans un gaz. Les applications, c'est nuages, brouillard, brume, etc. C'est pour vous dire que ces états de la matière, donc de type phase dispersée, sont d'un intérêt fondamental pour de multiples applications de la mécanique des fluides, météo, etc., etc., etc. Vous avez également, pour la deuxième colonne, le mélange dans un liquide de solide. Donc vous avez, en termes d'application, ça concerne les peintures, le béton, les encres, et puis, pour continuer, d'un seul coup, les émulsions et les mousses liquides, qui sont, disons, mises en jeu de manière massive, je dirais, dans l'industrie agroalimentaire. Vous allez trouver le lait, la mayonnaise, le savon liquide pour les émulsions, et les mousses liquides, crème fouettée, mousse au chocolat, etc., etc. L'industrie agroalimentaire fait grand cas et utilise de manière, je dirais, quotidienne des fluides de cette nature. Voilà. On ne peut pas parler d'application de la mécanique des fluides en se limitant à l'aéronautique, à la météorologie, etc. Ça, ces problèmes-là sont des gros pourvoyeurs, je dirais, de travail, hein, ce sont des industries puissantes qui manipulent des fluides de cette composition. OK. Tout ça, c'était pour illustrer la complexité donc, possible d'un fluide. Vous prenez un fluide, vous isolez un échantillon, et dedans, il y a du monde. Il peut y avoir du monde. Et donc, pour résumer, on peut trouver dans l'échantillon des petites molécules, des molécules allongées, cristal liquide, des molécules très grandes. Il s'agit des polymères. Vous pouvez avoir donc des bulles, des gouttes, des particules. Voilà. Voilà donc le panorama de la matière fluide que je vous propose aujourd'hui.
Bien. Alors, première partie, je peux conclure en disant que le fluide, en fait, ça peut mettre en jeu des systèmes très complexes. Et par voie de conséquence, c'est l'introduction à la partie numéro 2, je vais avoir besoin d'une description simplifiée et globale de ces grands ensembles homogènes, d'éléments structuraux. J'ai besoin de quoi? J'ai besoin de thermodynamique. Partie 2, thermodynamique. Alors la thermodynamique, on va la traiter au fil de l'eau, n'est-ce pas? Vous la traiterez peut-être en PC quand vous en aurez besoin, etc. Vous trouverez dans le poly à peu près tout ce qu'il est nécessaire de savoir, de se rappeler sur la question. Je tenais à ce que vous ayez, je dirais, le kit de survie minimal de la thermodynamique pour faire de la mécanique des fluides aujourd'hui et demain. Il y a 3 paragraphes dans le chapitre 1 qui traitent de ça. Le point de vue, présentation générale de la thermodynamique. J'insiste dans un deuxième paragraphe sur les principes d'extrémum liés au deuxième principe de la thermodynamique, sur lequel je vais revenir dans un instant. Et je traite également la tension superficielle, qui est un phénomène très important que vous allez trouver dans de multiples applications de la mécanique des fluides. Et je crois qu'en PC, vous allez, pour certains d'entre vous, vous exercer à manipuler cette notion, que vous connaissez d'ailleurs, je pense. Et vous avez toute une série d'annexes dans laquelle vous allez trouver en particulier le kit de survie sur le gaz parfait, etc. etc. Tout ça, c'est des annexes. Vous n'avez pas besoin de les lire, elles sont là, elles sont pour plus tard. OK? Voilà. Moi, aujourd'hui, je vais avoir besoin de 3 choses. Je vais avoir besoin de l'entropie, je vais vous parler d'entropie, et je vais également vous parler d'énergie libre, des concepts de base que vous connaissez, que vous avez déjà beaucoup manipulés, mais par expérience, je pense qu'il n'est pas mauvais de revenir sur les choses les plus basiques concernant ces notions. Entropie, énergie libre, et je terminerai par la tension superficielle. L'entropie. Alors l'entropie, on part de 3 constats, 3 points fondamentaux qui sont, le premier, les échanges d'énergie et de masse qui peuvent s'effectuer dans un milieu ne sont pas libres de se faire n'importe comment. En fait, ils sont pilotés, et il ne faut jamais l'oublier, par les processus moléculaires qui sont à la base de toute évolution macroscopique d'un milieu. On fait de la mécanique, on est macroscopique, mais il ne faut pas oublier que derrière, c'est le microscopique qui fixe ses règles et qui dit dans quelle direction les choses vont aller. Voilà. Deuxième point, l'activité microscopique, elle oriente, c'est ce que je viens de dire, où on va, elle oriente les évolutions macroscopiques. Hein. On va du chaud vers le froid, la chaleur s'écoule toujours du chaud vers le froid, etc. etc., etc. Voilà. Vous trouverez donc toutes ces idées rappelées dans le poly. Troisième point, cette orientation, elle témoigne de quelque chose de fondamental pour la méca, et pour la physique de manière générale, c'est que cette orientation de l'évolution macroscopique d'un système, elle traduit quelque chose de très particulier, qui est l'irréversibilité de l'activité des constituants microscopiques de la matière. Et cette irréversibilité, c'est une des clés, je dirais, des modèles, des lois qui sont couplées aux équations de la mécanique des fluides et que nous allons développer dans ce module. Bien. Alors de ça, je peux déduire que je peux introduire donc les outils de la thermo, en particulier le deuxième principe auquel est attachée la notion d'entropie. L'entropie, c'est une variable macroscopique qui a été introduite de manière ad hoc à l'issue de recherches très longues au XIXe siècle pour caractériser justement l'impact sur la matière du point de vue macroscopique, l'impact de l'activité microscopique. Voilà. Et donc, on dispose d'un principe fondateur, qui est le deuxième principe, un principe d'entropie maximum, qui nous dit que l'entropie S d'un système isolé croît jusqu'à atteindre la plus grande valeur possible compte tenu des conditions imposées. C'est le deuxième principe, que je vais illustrer sur un exemple dans un instant. Une autre notion qui découle de ce rappel, qui doit être donc évoquée dans ce rappel, c'est la notion d'équilibre thermodynamique, l'état macroscopique obtenu lorsque S est maximum et l'état d'équilibre thermodynamique. Bien. Alors, comme je le souligne dans le poly, et comme je vais le rappeler ici, il existe une lecture plus fine, comme vous le savez probablement, de la notion d'entropie qu'on doit à la physique statistique, et on ne peut pas ne pas l'évoquer si on fait un rappel de base comme je le fais sur l'entropie. Il s'agit donc de l'équation, de la relation de Boltzmann, qui définit l'entropie comme étant le produit d'une constante qui porte son nom, fois le logarithme de oméga. Oméga représente le nombre de microétats du système à l'instant t. Donc, vous figez la matière à l'instant t, vous regardez comment sont disposés les éléments structuraux de la matière, et vous avez un état, un microétat,
Et ça, ben, il y a autant de micro-états possibles que le système le permet. Donc ce nombre est très grand. Micro-état, c'est une configuration en termes de position-vitesse possible dans laquelle peut se présenter l'ensemble des molécules qui composent un système. Et à un état macroscopique du système correspond donc oméga micro-états possibles, et ce nombre, il est absolument immense, hein. Il est de l'ordre du nombre d'Avogadro. Hein. Voilà. À partir de là, en quoi cette formule célébrissime, hein, faut savoir que Boltzmann, c'est, d'après ce que je sais, suicidé parce que personne ne croyait ses idées, maintenant cette formule est sur sa tombe. Hein. Et voilà, elle est fondamentale parce que c'est elle qui va établir le lien dont je parlais de manière beaucoup plus explicite que précédemment entre l'activité micro et l'activité et l'évolution macro. À savoir que cette équation, elle établit une équivalence entre les états de moindre organisation microscopique, qui sont ceux qui maximisent le nombre de micro-états, et la maximisation de cette variable entropie utilisée dans la physique macroscopique. Donc elle introduit la notion d'organisation, de désorganisation, etc. Et comme vous allez le voir, ces idées apparemment simples, qui sont d'une très grande puissance et qui sont en fait finalement très subtiles, sont très pratiques pour interpréter des expériences de mécanique des fluides notamment. Je vais donner un exemple dans un instant. Dernière inférence dans ce transparent, c'est le fait que si j'inverse cette formule, oméga, le nombre de micro-états, est proportionnel à exponentielle S, donc l'état d'entropie maximale, il est de loin le plus probable. Okay, c'est l'état d'équilibre thermodynamique. Apport de la physique statistique à la notion d'entropie introduite par la thermodynamique classique. Toutes ces idées-là, toutes ces choses-là, il faut bien les avoir en tête quand on fait de la mécanique des fluides. À maintes occasions, ça peut être très pratique d'avoir les idées claires sur la question. La deuxième notion que je vais introduire, et dont je vais avoir besoin dans la petite expérience conceptuelle que je vais vous présenter après, c'est la notion d'énergie libre, comme je l'ai dit. Vous connaissez la définition d'énergie libre, c'est l'énergie moins la température fois l'entropie. Énergie interne, température, entropie. Vous avez une différence entre deux énergies. La première, c'est l'énergie d'agitation moléculaire. Et la seconde, on lui donne souvent le nom d'énergie de conformation, justement par référence aux idées de Boltzmann, que je viens de rappeler, à savoir que TS, ça va être une énergie qui va caractériser l'état d'organisation ou de désorganisation du système. Et quand on fait la différence entre ces deux énergies, on obtient l'énergie libre. Et vous allez voir en quoi l'énergie libre est une notion clé et hyper pratique pour pouvoir raisonner sur des systèmes complexes. Bon, on peut montrer, c'est fait dans le poly, c'est rappelé dans le poly, parce que vous l'avez déjà vu, j'imagine, que le deuxième principe nous permet de conclure que si je raisonne à volume et à température constants, alors à l'équilibre thermodynamique, l'énergie libre est minimale. Ce qui veut dire que l'énergie interne est maximale et l'entropie minimale et l'entropie maximale. La clé est dans le signe moins, évidemment. Alors là, voilà l'expérience que je vais décrire maintenant pour illustrer l'importance de la thermodynamique. C'est une expérience que j'aime bien parce que vous allez voir, elle permet de bien avoir les idées au clair. Voilà. En fait, c'est la seconde expérience de ce module, puisque la première c'était les 3 enceintes. Voilà la seconde. Je la fais pas sur la scène, mais je la fais comme ça sur le transparent. En fait, le problème que je vous propose de considérer, c'est un problème de phase dispersée, un mélange d'eau et d'huile. Vous prenez de l'huile, vous mettez dans de l'eau, vous agitez violemment et vous obtenez une émulsion, hein, donc un état de phase dispersée, une émulsion d'huile. Bien. Et vous savez que si vous laissez le temps passer, ce système va spontanément évoluer vers le système de droite. À savoir, vous allez avoir une séparation totale entre l'huile et l'eau, avec une interface unique qui sépare les deux. L'huile est généralement moins dense que l'eau, donc elle se trouve généralement au-dessus de l'eau. Vous avez ce type de résultat. Voilà. Bon, tout le monde a fait ça un jour dans la cuisine. Voilà. C'est une expérience triviale, a priori, mais elle est très riche d'enseignement. Parce que ce que je viens de vous rappeler implique qu'entre ces deux états, l'entropie a augmenté. Donc le désordre aussi, au sens de Boltzmann. Donc la conclusion de la thermodynamique, c'est que cet état-là est beaucoup plus désordonné que le premier. C'est un peu contre-intuitif, n'est-ce pas? C'est ça l'intérêt de cet exemple. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, effectivement,
l'entropie ici a atteint son maximum, le désordre est maximum, alors que, bon, on a envie de dire que ce n'est pas du tout le cas, ça c'est très organisé, et ça l'est pas du tout, l'entropie ici devait être supérieure à celle-ci. Et justement, c'est là que se situe l'erreur de raisonnement, à savoir que dans ce que je viens de dire, j'ai oublié quelque chose de fondamental. C'est que ce n'est pas l'état macroscopique qu'il faut considérer, c'est l'activité microscopique. Okay, et l'organisation ou la désorganisation doit être considérée à ce stade-là avec des arguments de nature microscopique. En l'occurrence, si vous prenez une bulle d'huile, une petite molécule d'huile dans une bulle, elle peut se balader n'importe où, donc j'ai plein de micro-états, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qu'elle ne peut pas faire, c'est sauter d'une bulle à une autre, d'une goutte à une autre, n'est-ce pas? Elle est piégée dans une cage. Et en fait, cet état-là, c'est un ensemble de cages qui organise complètement la matière. Cet état est hyper organisé. Voilà. Donc l'entropie est faible. Alors que là, si vous prenez une molécule d'huile, elle peut explorer tout le milieu huileux tranquillement. La seule chose qu'elle n'ait pas le droit de faire, c'est de passer cette interface, mais sinon, voilà. Et là, le nombre de micro-états, il explose. Et l'entropie ici, elle est gigantesque par rapport à ce cas-là. Donc c'est un exemple qui parle et qui pose bien, bon, les raisonnements sur de nature thermodynamique, c'est quelque chose qu'il faut, bon, voilà, il faut faire attention. Bien, alors, quid de l'énergie dans un problème comme ça? Dans un problème comme ça, l'énergie est dominée par les interfaces. C'est une énergie donc de nature essentiellement interfaciale. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Et donc je me retrouve entre ces deux états. Donc le système est dominé par la physique des interfaces. Je me retrouve donc à considérer une énergie libre E0 moins TS0 et une énergie libre E min moins TS max. E est minimal parce que l'interface est minimale par rapport au cas précédent. Donc je cumule une faible énergie interne liée à la réduction drastique de la surface totale de l'interface entre les deux milieux et l'entropie qui atteint son maximum. J'ai l'état d'équilibre thermodynamique, le système est figé, il ne bouge plus. Bien, alors l'interface. L'énergie interfaciale, qui joue donc un rôle essentiel dans l'expérience précédente, je considère de nouveau mes deux milieux. Le concept d'interface, alors j'insiste encore une fois, je l'introduis, je passe un peu de temps dessus, parce que vous allez le rencontrer souvent en mécanique des fluides, et c'est vraiment une notion de base qu'il faut maîtriser. Vous la maîtrisez peut-être, mais là, je suis aujourd'hui là pour vous rappeler les bases. Hein. OK. L'idée, pour comprendre ce qu'est une interface, c'est de considérer qu'il n'y a pas deux milieux, mais trois. Le premier, le second, et le troisième milieu, c'est l'interface elle-même, c'est l'ensemble des molécules qui sont en contact avec les deux autres milieux, n'est-ce pas? On peut considérer ça comme un milieu particulier. Et l'énergie interfaciale va être définie comme le surplus d'énergie chimique par rapport au cas où les molécules composant cette surface se trouveraient entièrement entourées par leur milieu et non à sa surface. C'est parce que ces molécules sont entre les deux milieux qu'elles ont donc acquis, elles doivent avoir acquis une énergie qui est l'énergie interfaciale et qui va donc dominer le système. Pour modéliser ça, comme vous le savez, on introduit la notion de tension superficielle. Et je vais donc vous rappeler la définition de la tension superficielle. Alors, il y a deux interprétations possibles de la notion de tension superficielle. La première est de nature mécanique. Vous considérez donc une surface A et vous l'étirez. Vous effectuez un travail pour étirer une surface d'un incrément dA. Donc, vous réalisez un travail dW, qui est donc par définition une force que multiplie le déplacement dx, qui est ici représenté. Et ça, vous pouvez l'écrire, si vous considérez non pas le déplacement linéaire, mais l'incrément de surface, comme gamma dA, hein, dA étant LdX. Et là, vous avez une définition mécanique de la tension superficielle, à savoir que la tension superficielle gamma représente une force par unité de longueur, et son unité, c'est Newton par mètre. Première façon d'interpréter la tension superficielle. La seconde façon de nature thermodynamique est la suivante. On considère de nouveau les deux milieux, milieu 1, milieu 2, je donne une forme quelconque au milieu 2, et je me demande comment ces choses-là vont évoluer. Je vais faire appel au principe de l'énergie libre et de sa minimisation. Hein. Eh bien, on peut montrer, c'est fait dans le poly, rappeler, disons, dans le poly, que pour une transformation réversible, la variation d'énergie libre est essentiellement liée à la variation du travail. dF égale dW. Alors je compte les travaux en présence dans mon problème. J'ai
Donc, le travail des forces de pression du milieu 1, moins P1 dV1, le travail des forces de pression du milieu 2, moins P2 dV2. Et là, je me place dans la situation précédente. J'ai deux liquides, densité constante, et donc ça, c'est 0. OK? Les volumes sont constants, et donc je n'ai pas le travail des forces de pression dans ce problème-là est nul. Et donc, le troisième élément que je dois considérer, comme je l'ai dit, c'est le travail associé à l'interface. Donc, c'est gamma dA. Donc, dF, c'est dW, et c'est gamma dA. Et donc, le principe d'énergie minimale me dit que je vais obtenir l'équilibre lorsque dA sera égal à 0, c'est-à-dire lorsque la goutte jaune se sera transformée sous la forme d'une sphère pour laquelle j'ai effectivement dA égale 0. Okay. Et donc, à travers ce raisonnement et cette équation, je peux définir, deuxième ou seconde définition de la tension superficielle, la tension superficielle gamma représente une énergie libre par unité de surface. Voilà. Autre vision qui concilie la mécanique et la thermodynamique de cette notion d'interface et de tension superficielle. Bien. Alors, en mécanique, il y a une variable thermodynamique fondamentale, hein, qui est la pression. Et donc, intéressons-nous à la pression dans un problème comme ça. Ceci aboutit à une loi que vous connaissez bien, que je vais redémontrer ici pour que ces choses soient bien assurées, à savoir la loi de Laplace. Alors, de nouveau, une goutte ou une bulle sphérique, mes deux milieux. Je suppose que mon élément, mon milieu interne, en fait, est sphérique de rayon R. J'ai une surface 4 pi R2, un volume V2 4 pi R3 sur 3. Je suppose que la somme des deux volumes est constante. Et j'écris de nouveau l'état d'équilibre dF égale 0. De nouveau la somme des travaux. De nouveau la formule précédente. Et ça, c'est censé être égal à 0 puisque je suis à l'équilibre. Ici, puisque les volumes, la somme des volumes est constante, dV2 c'est moins dV1. Et j'aboutis à l'équation suivante, P1 moins P2, si j'enlève les pi, R2dr plus d gamma RDR égale 0. Et j'obtiens la loi de Laplace, qui est P2 moins P1 égale 2 gamma sur R. Voilà comment on démontre en deux lignes la loi de Laplace à partir du concept d'énergie libre. Bien, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça nous dit simplement que la pression à l'intérieur de la goutte ou de la bulle doit être supérieure à la pression environnante P1, de manière à assurer la présence d'une séparation par l'interface entre les deux milieux. Et le coefficient physique qui intervient, c'est gamma. Loi de Laplace. Bien. Alors, la conclusion à ce stade-là, c'est que le fluide peut mettre en jeu des systèmes très complexes, hein, comme nous l'avons vu dans la première partie. Que nous avons besoin d'une description simplifiée, etc., on a besoin de thermodynamique, et je me limiterai à dire que, en conclusion concernant la thermodynamique, on va dire que la thermodynamique, c'est un outil extrêmement puissant, comme j'espère vous l'avoir montré lors de l'interprétation de l'émulsion d'huile et de son comportement avec le temps. OK. On est au niveau maintenant de la dernière partie du cours, où je vais introduire les lois de comportement. Alors, la loi de comportement, vous avez fait ça pour la majeure partie d'entre vous en MEC 431. On va revenir là-dessus lors des prochaines leçons. C'est la clé, je dirais, de la modélisation mécanique. Hein. Et ça fait appel, en toute généralité, à une algèbre basée sur des tenseurs, etc. Là, je vais introduire les choses de manière très simple et raisonner de façon scalaire. Et pour ça, je vais considérer donc une action sur la matière particulière, mais très générale, hein, qui est un cisaillement pur. Donc, je vais considérer un fluide, un élément cubique, par exemple, et je le soumets à une contrainte, sigma, qui est purement horizontale. Donc, le milieu se déforme de cette façon, et je me pose la question de savoir qu'est-ce qu'il va devenir après. Alors, pour pouvoir répondre à cette question, je vais considérer un second milieu, et par comparaison, nous allons, j'espère, comprendre parfaitement ce qui se passe. Et ce second milieu, c'est un solide. Et je me place dans ce qu'on appelle le régime élastique linéaire, auquel on peut soumettre un solide. En gros, vous déformez un solide, mais pas trop violemment, de manière à ce qu'il ne se déstructure pas, n'est-ce pas? Bien, dans ce cas-là, déformation. Et le protocole consiste à dire, bon, maintenant, je relâche la tension.
la contrainte. Si je relâche la contrainte dans un solide élastique en régime linéaire, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on revient à l'état initial. Donc il y a réversibilité, je déforme, je lâche la contrainte, ça revient à l'état initial. Ça, c'est l'élasticité linéaire. Bon, comme vous l'avez vu, bon, comme je viens de le dire, ça c'est un comportement de type ressort. Et je peux écrire, si je considère donc la déformation, je vais introduire donc les paramètres nécessaires pour écrire les équations de ce problème. J'introduis la déformation, donc c'est le déplacement horizontal de la matière divisé par la hauteur, qui reste constante dans ce processus de cisaillement parallèle. Et j'ai une loi qui relie la contrainte à la déformation. La déformation est sans dimension. Il y a un paramètre qui est introduit, qui est G, le module élastique de cisaillement, qui est en Pascal par définition, puisque E n'a pas de dimension. Et ce que j'obtiens ici, c'est la loi de Hooke, qui caractérise, pour un cisaillement, la déformation linéaire d'un solide en régime donc linéaire. Voilà, loi de Hooke. À ce stade-là, je peux revenir au fluide. Et donc, je vais effectuer la même opération, je vais supprimer la contrainte. Et ce que je vais obtenir, c'est ça. La différence est très nette. Une fois supprimée la contrainte, le fluide reste dans l'état où je l'ai laissé. Donc la loi de Hooke ne s'applique pas, visiblement. Il faut une autre loi. Et cette loi est la suivante. Cette fois-ci, la contrainte sigma est proportionnelle non pas à E, mais à E point, qui est le taux de déformation, dl sur dt, dE sur dt, donc dl sur dt. Voilà. Et le coefficient qui est introduit ici va jouer un rôle fondamental dans ce cours, c'est le coefficient de viscosité dynamique, eta, dont la dimension est Pascal seconde. Et ça, c'est la loi de Newton. Et le comportement général de ce milieu, dans cette expérience, ce n'est pas celui d'un ressort, mais celui d'un amortisseur. Pour faire simple, plus vous essayez de séparer rapidement les éléments d'un fluide, et plus ça résiste. C'est ça que ça veut dire. C'est un comportement de type amortisseur à comparer à un comportement de type ressort pour l'élasticité linéaire. Voilà la base de la loi de comportement d'un fluide newtonien. Alors, il y a un petit erratum que j'ai rajouté dans les transparents par rapport au poly, donc vous irez voir ça. Hein. Juste une petite erreur de figure, une déformation qui est corrigée dans la copie des transparents. Bon, donc, à ce stade, on a introduit la loi avec un grand L de la mécanique des fluides, la loi de comportement de la mécanique des fluides pour un fluide newtonien. C'est la loi de Newton qui est sigma égale eta E point taux de déformation. Alors la loi de Newton, elle est énoncée sous forme traduite dans le poly de la façon suivante. Newton dit dans ses Principia que la résistance du liquide due au défaut de glissement entre ces différentes parties est proportionnelle à la vitesse avec laquelle ces parties se séparent. Donc c'est vraiment la traduction littérale de ce que je viens d'écrire de façon mathématique précédemment. Bien. Alors, mathématiquement, ce qu'on trouve, c'est que dans un fluide en mouvement, la loi de Newton nous dit que la contrainte est proportionnelle au gradient de la vitesse. Il y a un pas supplémentaire par rapport à la formule précédente que je vais préciser maintenant. La clé ici, ça va être le gradient de la vitesse qui va caractériser donc l'éloignement, la rapidité d'éloignement des éléments du fluide. Si je me borne au cas de cisaillement, E point, c'est dl sur h sur dt, donc c'est 1 sur h dl sur dt, L étant donc le déplacement de la matière à une hauteur h. Donc je reconnais ici dl sur dt la vitesse u, et donc cette loi s'écrit u sur h. Et si je prends la formulation continue de cette expression, en introduisant une direction z, la direction verticale, je vais pouvoir écrire cette loi sous la forme, la loi de Newton, sous la forme sigma égale eta du sur dz, et c'est la forme générale de la loi de comportement d'un fluide newtonien soumis à un cisaillement. La formulation continue. Bien. Alors, dans le poly, je consacre un paragraphe à une notion importante que je ne vais pas développer ici. Je veux garder du temps pour la fin de l'amphi, où je vais vous, si j'ai le temps, vous passer une vidéo qui va nous occuper un petit peu. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, je signale simplement l'importance de ce problème-là. Voyez-vous, comme pour un solide élastique, ces modèles Hooke-Newton sont des modèles qui
relie instantanément la contrainte et la déformation ou le taux de déformation du milieu. Il y a un petit souci, ce sont des lois linéaires. Il y a un petit souci, c'est que ce n'est pas très physique. C'est-à-dire que si au cours du temps, je déforme brutalement comme ça le milieu, je vais avoir une réponse de la contrainte instantanée comme ça. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas. Il faut un certain temps de latence pour que la structure s'organise et puisse répondre de cette manière. Donc en fait, il y a un petit souci à ce niveau-là, et ceci est développé de manière précise dans le poly, et ça fait référence à la notion de fluide viscoélastique. Vous verrez dans le poly ce qu'est un fluide viscoélastique, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe lorsqu'on zoome sur ce transitoire de démarrage de la loi de Newton. J'en dis pas plus sur la question, c'est dans le poly. Bien. OK. Ça, c'est Newton. C'est fluide newtonien. C'est fluide classique. J'ai parlé de fluides différents tout à l'heure. Et bien maintenant, je vais décliner des lois utilisées pour représenter ces fluides bizarres, on va dire, non classiques. Okay. En l'occurrence, ces fluides sont de manière assez générale des fluides non linéaires. C'est la non-linéarité de la loi de comportement et le premier écart qui vient à l'esprit lorsqu'on s'éloigne du cadre rigide des fluides newtoniens. Et cette non-linéarité consisterait, dans le cas du cisaillement, à considérer que le coefficient de viscosité dynamique, il n'est pas constant pour des conditions thermodynamiques données, mais il dépend carrément de la variable point du taux de déformation. Donc on a une non-linéarité fondamentale dans la loi de comportement, et c'est à partir de ces non-linéarités qu'on va retrouver des fluides tels que ceux que j'ai introduits précédemment. Alors, dans ce type de comportement, on distingue, dans la littérature, deux comportements opposés, les fluides dits réofluidisants, pour lesquels d'état sur dE point est négatif, et les fluides réoépaississants, qui ont donc une variation pour lesquelles la viscosité varie de manière opposée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je soumets le fluide à un taux de déformation qui augmente, la viscosité diminue. Et au contraire, lorsque je soumets le fluide à une déformation, un taux de déformation qui diminue, eh bien je vais avoir une viscosité qui augmente. Bien. Alors il y a un exemple tout à fait emblématique, en tout cas pour moi, et pour beaucoup je pense, de ces fluides non linéaires. Il s'agit du sang, qui est un excellent exemple qui permet de bien fixer les idées. Le sang se présente comme ça. On s'intéresse à sa viscosité. État, ici en millipascal seconde, et voilà ce que donnent les résultats de la rhéologie, qui consiste à étudier les propriétés de viscosité du sang. Ça donne une loi de ce type-là, c'est-à-dire que vous voyez que la viscosité du sang, en fonction du taux de déformation, diminue. Okay? Donc ce fluide-là, il est réofluidisant. Et heureusement. Alors avant de commenter ça, je vais d'abord, comme je le fais dans le poly de façon un peu plus précise, vous expliquer quel est le mécanisme fondamental à la base de ce caractère réofluidisant du sang. Comme le montre la photo, ici, le sang, vous voyez, ce n'est pas un fluide homogène, c'est un milieu, c'est une phase dispersée, avec des éléments assez compliqués dedans. Il y a les globules rouges, il y a les plaquettes, etc. Donc c'est un fluide, un plasma, enfin, un fluide, disons, un liquide qui transporte beaucoup de choses. Et ces particules-là, en fait, qui sont, disons pour simplifier, sphériques, lorsqu'on augmente le taux de déformation du milieu, elles vont s'allonger. Et donc ça va être moins visqueux, ça va passer plus facilement dans les rétrécissements de veines, etc. Voilà. C'est le caractère réofluidisant. Ici résulte du comportement des particules, des éléments structuraux présents dans le fluide. Ça, c'est une des clés du comportement réofluidisant du sang. Alors pourquoi je dis heureusement que la nature a inventé ce mécanisme-là? Parce que imaginez que le sang soit réoépaississant. Ça voudrait dire que lorsque vous faites du sport, la pompe à sang augmente la pression, la déformation et le taux de déformation augmente, et si c'était réoépaississant, le fluide s'épaissirait, sa viscosité augmenterait. Il n'y a aucun sportif qui survivrait à ça, n'est-ce pas? Donc, le sang, vous le contraignez, plus vous le contraignez, moins il est visqueux, et ça, c'est absolument essentiel pour la vie. Voilà un exemple d'application, donc pour le moins important, de ce type de concept. Une note aussi à propos du sang est la suivante. Il existe un moyen de changer la viscosité dans ce type de fluide. En l'occurrence, il y en a un qui a été découvert, qui s'appelle l'aspirine. L'aspirine, donc,
qui permet la chose suivante, comme le montrent les expériences, de diminuer, disons, d'un facteur 2 sur toute la plage, le comportement, la viscosité du sang. Et ça, il y a probablement, très probablement autour de vous, dans votre famille ou ailleurs, des gens qui utilisent l'aspirine pour assurer une viscosité, une réduction de la viscosité du sang, parce qu'ils ont un comportement sanguin un peu particulier, voilà, ou parce qu'ils ont subi une thrombose, un dépôt graisseux qui fait qu'à un moment donné, dans la veine, le passage va être réduit. Et donc, en prenant de l'aspirine, on observe que la viscosité diminue, tout en conservant évidemment son caractère réo-fluidisant. Et là, le mécanisme en jeu est le suivant. En fait, ce que fait l'aspirine, elle désagglomère les éléments transportés par le sang. Vous avez des éléments qui ont tendance à se coaguler les uns aux autres, et l'aspirine, en fait, elle disperse tout ça, et ça passe mieux. Voilà la clé. Et ça sauve des vies. Et ça permet à des gens de vivre plus longtemps que 100. OK ? Illustration du caractère donc non newtonien d'un fluide et de l'importance des mécanismes sous-jacents de ces fluides non newtoniens. Je continue. Un autre fluide que je vais qualifier de marrant, c'est le fluide de Bingham. Mais c'est pas que, comment dire, il n'est pas que marrant. Il joue aussi un rôle important dans beaucoup d'applications. C'est quoi un fluide de Bingham? Un fluide de Bingham, partons de la loi que nous avons, j'espère bien, comprise maintenant, la loi de Newton. Linéarité, contrainte, taux de cisaillement. Imaginez que cette loi, en fait, elle ne démarre pas à zéro. C'est-à-dire qu'il faille atteindre une certaine contrainte minimale pour enclencher un comportement newtonien. Et bien ça, c'est le fluide de Bingham. Et le modèle est le suivant, la loi de comportement est la suivante, E point égale 0, tant que la contrainte n'est pas suffisante, et supérieure à cette contrainte seuil, et lorsqu'on atteint la contrainte seuil, et au-delà, on retrouve une loi de Newton avec un changement d'origine. C'est le fluide de Bingham. Okay ? Donc ça, physiquement, alors, la typologie de la chose, gamma S c'est la contrainte seuil, et état, ici, on l'appelle viscosité plastique. Bien. Les applications de ça, le dentifrice, vous avez remarqué le dentifrice, quand vous appuyez, si vous appuyez doucement, il n'y a rien qui sort, il faut quand même appuyer un minimum pour que ça sorte. Mais ça, c'est le comportement donc de type fluide de Bingham. Mayonnaise, crème, émulsion, les boues, les bétons, et il y en a beaucoup d'autres. Okay ? Donc voilà un fluide non linéaire, donc non newtonien, pour lequel vous allez avoir un énorme, comment dire, pour lequel de très nombreuses applications existent, dont je cite quelques-unes ici. Bien, fluide de Bingham. Le dernier fluide, on est presque au bout du cours là, que je vais décrire, c'est un fluide de Bingham aussi. Mais celui-là, il est très intéressant parce que c'est un fluide de Bingham contrôlable. C'est ce qu'on appelle le fluide ER ou le fluide MR. Ce sont des fluides électroréologiques, ER, ou magnétoréologiques, MR. Les choses se passent de la façon suivante. Vous prenez un fluide non newtonien, comme un cristal liquide par exemple, qui est composé donc de molécules anisotropes, qui sont dans un état de base désorganisé, donc homogène, non isotrope. Ce n'est pas un fluide classique, mais voilà. Partons de là et appliquons à ce fluide un champ magnétique. Le fluide étant polarisable, le champ magnétique va rigidifier la structure du fluide en chaînes qui vont relier les deux électrodes haute et basse, et vous obtenez ce type de comportement. Et là, vous pouvez comprendre que lorsque je vais soumettre cet échantillon à un cisaillement, il va se passer quelque chose. Il va falloir que je cisaille suffisamment fort. Voilà. Et je vous donne la loi en même temps. Pour que ces chaînes qui résistent pour un champ magnétique donné puissent se briser et pour que le fluide puisse couler. Donc je suis vraiment dans une situation de fluide de Bingham, nécessité d'une contrainte minimale. Mais là, ce qui est marrant, c'est que la contrainte minimale, elle va être pilotée par l'intensité du champ magnétique. Donc, si vous avez un fluide comme ça, vous pilotez le champ magnétique et vous pouvez jouer avec la viscosité du fluide comme vous voulez. Application. Une application, il y en a une qui est assez emblématique, qui est l'amortisseur magnétoréologique, que je décris ici. Et après, je vous passerai une petite vidéo qui reprend toutes ces idées-là et qui en particulier revient sur ce concept-là, si la vidéo veut bien fonctionner. Bien.
L'amortisseur magnétorhéologique, il fonctionne de la façon suivante. Vous avez une chemise, un piston. Alors imaginez que c'est une application automobile. Vous allez avoir la chemise reliée à la caisse de l'automobile et le piston relié donc à la roue. Donc, le contraire vu l'orientation du dessin, ça c'est relié à la caisse et le piston est relié à la roue. C'est un amortisseur dans la mesure où le fluide, lorsque j'applique la force, il va pouvoir s'écouler dans les lumières ici, il va y avoir une résistance due à la viscosité, et plus je veux aller transformer, comment dire, déplacer rapidement le frein, enfin le piston, plus ça va résister, donc j'ai un amortisseur, hein, voilà. Et je peux avoir ça tout à fait dans un comportement de type newtonien. Mais là, la ruse consiste à ne pas considérer un liquide classique, mais un fluide MR, magnétorhéologique. Dans ce cas-là, l'écoulement qui s'effectue dans les lumières et les conduites qui sont disposées dans le piston, en fait, va pouvoir être modulé si j'ai eu la présence d'esprit de placer dans le piston une source électromagnétique qui impose donc un champ magnétique à travers le canal de passage du fluide. Okay ? Et dans ce cas-là, je vais avoir deux comportements en présence dans mon système. Dans les chambres hautes et basses, vous avez un comportement quasi newtonien, on va dire, ça coule. Mais là, en présence du champ magnétique, vous avez raidissement des chaînes des molécules au passage dans le canal, et vous allez alors avoir une variation possible de la viscosité, vous allez avoir un seuil. Et ce seuil va pouvoir être réglé en fonction de l'intensité donc, du champ magnétique. Donc vous avez une loi de contrôle, un système qui permet de réguler l'intensité H du champ magnétique, et ceci en fonction d'informations qui viennent d'accéléromètres qui sont dans l'automobile. Et donc vous pouvez avoir là des systèmes d'amortissement qui sont extraordinaires, qui vous permettent d'obtenir, disons, des comportements extrêmement réguliers sur des surfaces très chaotiques, etc., etc. Et ça, c'est une technologie qui est en cours de développement, qui commence à apparaître dans certains véhicules. Je vais revenir là-dessus dans un instant. Ben, j'en viens. Voilà. J'avais terminé l'amphi la dernière fois avec ça. Voilà une application qui utilise ces fameux amortisseurs magnétorhéologiques. Alors pour vous donner un ordre d'idée, c'est pas, voilà, ça vaut à peu près 300 000 € cette voiture. J'ai regardé dans le catalogue de Ferrari, l'option frein magnétorhéologique, c'est 10 000 €. Une fois qu'on met 300 000 €, on prend les amortisseurs. Voilà. Et j'ai malheureusement pas eu l'occasion de monter là-dedans pour faire un test, mais j'ai discuté avec quelqu'un qui l'a fait, et il paraît que c'est génial. Vous avez un chemin avec des nids de poules, etc. Vous avez 3 réglages possibles, dur, moyen, soft, quoi. Et vous passez là-dessus, et le truc, voilà, ça tapis volant, quoi. Fantastique. Donc pour l'instant, c'est 10 000 €, mais peut-être dans l'avenir, comme d'habitude, ça va se retrouver dans nos voitures. Voilà. Bien. Alors on est dans les temps, on est même un peu en avance. Je suis le premier surpris. Je vais vous proposer, si ça fonctionne, maintenant une vidéo, en fin de compte, une vidéo qui va résumer tout le cours. C'est parti. Alors, si elle fonctionne, c'est une vidéo que j'ai trouvée sur Internet, évidemment, qui a été tournée par une télévision nord-californienne, et qui est commentée par un journaliste qui n'est pas idiot, qui est un des journalistes scientifiques du New York Times. Donc le niveau est bon. Et puis, ça résume tellement bien ce que je viens de vous raconter que je n'ai pas pu résister. Voilà. Alors, c'est une vidéo américaine. Hein. Vous comprendrez à la fin pourquoi je précise la chose. Let's go. But what if you wanted an even smarter material? One with a more varied response? To find stuff like that, we're better off out of the lab and at the movies. The T-1000 from Terminator 2 could have won an Oscar for Best Adapting Material, because this liquid guy can sense, respond, and even self-heal. It's the material itself that does things. He's a lifelike fluid that's very, very smart. Okay, that's science fiction. But in the search for smarter materials, engineers have taken a hard look at some liquids with very strange behaviors. They're called non-Newtonian fluids. I traveled to North Carolina to the Lord Corporation, which manufactures one.
But when I arrive, I have a burning question for engineer Lynn Polymer Yanyo. engineer. Forget non-Newtonian. What's a Newtonian fluid? She offers to show me one. This is a Newtonian fluid. Take a look at that. Turns out, this Newtonian fluid is water. What makes it Newtonian? I've never thought of it as Newtonian It before. makes it Newtonian because Isaac Newton discovered there's a relationship between how hard it is to move it and the viscosity, Viscosity meaning thickness? the thickness, resistance to flow. When you try to move something through water, the resistance is directly proportional to how fast you move it. Twice as fast is twice as hard. Now that's kind of what you'd expect. But amazingly, that's not true for lots of other fluids. The non-Newtonian ones. Like ketchup. Ever wonder why it's so hard to get it out of a glass bottle? That's because, unlike water, it thickens at rest, its molecules creating a weak structure that resists flowing. Yes, I remember this from my hamburger days. Ladies and gentlemen, it does not flow. Lynn is staking her scientific reputation and her hairdo on the non-flowingness of ketchup. But if you can get it started, that structure breaks down, and the ketchup thins and flows. Here's another non-Newtonian fluid. In fact, a lot of it. Oh, here it comes. Definitely a liquid. This mixture of cornstarch and water is known as oobleck. The word comes from an old Dr. Seuss story. Oobleck dramatically changes its viscosity, or thickness, depending on how fast you try to move it. Keep the action soft, and it flows like a liquid. But hit it hard, and it's solid enough that you can run across it. This liquid, when I squeeze it tight, turns into a rock. And then when I let go, it turns back into a liquid. What is happening? We like to call this the Three Stooges effect. That's not the scientific term. What do you mean the Three Stooges Well, effect? you know when the Three Stooges tried to get through the doorway and they couldn't? Spread out. The cornstarch doesn't want to get out of its own way. So when you push on it really hard, it can't move out of the way fast enough. And if you hit it really slowly, you can go right through it like a liquid. So it's a liquid solid. You know, it depends on the pressure or the speed or something. Depends on the speed at which you try to move anything through it. Oobleck's a lot of fun. Be sure to fill your neighbor's pool with it. Oh, it's got me! But non-Newtonian fluids designed into the right system can save your life. There go the lights. Imagine a material that can adjust its thickness to absorb the seismic shakes of earthquakes. Section of the West Grand Freeway has come down. We have a 50-foot section which is collapsed. Or dampen the vibrations caused by wind that can pull a bridge apart. That's what the non-Newtonian fluid Lynn has in her hand can do. So the interesting thing about this is that it's very responsive to a magnetic field. And it's a lot like oobleck. Take the spoon and scrape around in there. Okay. Oh man, that is unbelievable. It's cement. It's... So now scoop some of that up and just take it out of the magnetic field by lifting it up. Oh, no way! This is like X-Men stuff. So it's a magnetic liquid. We call this magnetorheological fluid, You got a shorter nickname? MR. MR fluid? Can I call it Mr. Fluid? No. A typical MR fluid consists of tiny iron particles suspended in a fluid like oil. Without a magnetic field, the liquid flows freely. But add a magnetic field, and the metal particles line up, increasing the fluid's thickness. Lord puts that variable viscosity to work in devices like shock absorbers. And then there's another suspension that's larger, and that's for really heavy-duty vehicles. Heavy-duty vehicles like Humvees. For the military, a smooth ride isn't about luxury. How well a vehicle handles bumps determines how fast it can safely travel, as well as how fatigued its passengers become, both life and death issues on the battlefield. Out here in the woods, I'm going to see just what kind of a difference using a smart material can make in a Humvee's performance.
Good heavens. Well, here you are. This is your ride. And for this first ride, we have this military Humvee, and it is just retrofitted with the conventional shocks that you would have when this was used out in the field. A typical shock absorber is built around a piston filled with oil. When the piston moves down, it forces the oil from one chamber to another through small holes. The thickness of the oil and the size of the holes determine how much force that takes. If neither varies, the shock is a one-size-fits-all dampening solution. No matter how bumpy the road is. How do you make this seat recline anyway? That was pretty bouncy. You should sell tickets to this thing. For round 2, the Humvee gets the Smart shock absorbers. They also use a piston design, but they add MR fluid full of iron particles and an electromagnet where the fluid flows through the holes. A computer controls the electromagnet in real time, varying the viscosity of the MR fluid. This system adjusts how much force is needed to move the piston in response to the bumpiness of the road. That makes the shock absorber tunable. It can react nearly instantaneously to different size vibrations. And that's very smart. Ah, this is nothing. How do I adjust the AC? So, you're telling me that was the exact same speed? Exact same speed. Well, I can tell you, if I were a soldier, I'd vote for these shock absorbers. Oh, yeah, you can see why that's a huge difference for those guys if they have to travel 25 miles in that, and the vehicles will last longer. Don't forget your seatbelt. The abilities of smart fluids scale far beyond Humvees. Engineers see a big future for them in bridge construction to squelch vibrations caused by wind and bad weather. And even for use in buildings to counteract the awesome power of earthquakes, like a steadying hand. Sophisticated smart materials can react to outside forces to protect bridges and buildings, but they can be even more lifelike, allowing us to realize one of humanity's oldest dreams. Voilà, ça finit comme ça. Et si vous avez compris le dernier message du journaliste, c'est on est censé avec ça répondre à un des plus vieux rêves de l'humanité. J'ai cherché la suite de la vidéo, je ne l'ai pas trouvée. Je n'ai aucune idée de ce qu'est ce rêve. Et je fais appel au peuple pour que vous puissiez éventuellement m'éclairer sur la question pour l'année prochaine. Alors attendez, j'ai un dernier transparent, ne bougez pas si j'arrive à éteindre ce truc. Vais-je y arriver? Je suis mal barré. Bon, on va dire que je ne vais pas y arriver. Donc je vais finir là. Je vais finir donc l'amphi là-dessus. Et donc à la semaine prochaine.